autres on veut plus jouer dans les shows TV. Même Passe-Partout, c'est pour les yéyés. On a développé cette espèce d'émission-là à sketch, à entrevue, à mini-téléroman avec des vrais sujets, mais surtout une émission avec un contact. L'émission commençait, j'avais un contact avec le 100 watts. Je disais, « Hey, salut la gang, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » J'étais avec Faneuf, je rentre au dépanneur. Là, je me dis, où est-ce qu'il est passé Faneuf? À un moment donné, je regarde dans le fond du dépanneur, je vois Faneuf qui est en train de lire une revue, met la revue dans son manteau, vient pour sortir. Il passe à côté de moi, il sort. Mais là, M. Lee Wong l'avait vu, là. Il l'avait vu prendre la revue, mettre ça dans son manteau. Moi, pour pas qu'il se fasse arrêter, j'ai dit non. M. Wong, c'est moi qui paye. C'est lui qui part avec la revue, mais c'est moi qui paye. Hey, l'amitié, là, ça peut nous mettre dans l'eau chaude bien souvent. Bien, un contact comme ça, t'en avais jamais eu dans des émissions de TV avant. Le Club des 100 watts est né à partir d'une étude, une véritable étude de marché. Une étude de marché qui a étudié l'offre et aussi l'écoute télévisuelle des enfants. Et cette étude-là, ça a été nommé « Ils nous attendent ». Ils nous attendent pourquoi? Parce que nous avions réussi à trouver, je dirais, la cible première, qui était les 9-12 ans. Nous sommes allés aussi précisément, nous avions obtenu des résultats aussi précis même que l'heure à laquelle on devait programmer cette émission-là, soit 17h30 du lundi au vendredi. J'étais là, puis tout à coup, je voyais l'ampoule qui était au plafond, puis je me disais, « Wow! Ça va être comme une lumière. » Et c'est comme ça que je me suis dit, le titre, ça pourrait être les 100 watts. Et tranquillement, d'ajouter le club pour pas que la haute direction l'oublie. On avait besoin d'une émission rassembleuse, on avait besoin d'une émission énergique, d'une émission surprenante et irrévérencieuse. Et ça, là, ça allait donner un ton tout à fait nouveau. On a peut-être l'impression que c'était une émission où on improvisait, puis une espèce de pot-pourri de toutes sortes d'affaires, des sketchs des fois, du lip-sync d'autres fois, des invités, des petites dramatiques, des mini-téléromans. C'était d'ailleurs le précurseur des téléromans avec des vrais jeunes. C'était au Club des 100 watts qu'on a vu ça, au Québec. Mais c'était beaucoup plus structuré que ça. Les 100 watts, ça partait d'un thème. Un thème par jour. Salut la gang! Hey, c'est drôle, je suis en train de trouver des petits mots d'amour. Oui, tu sais, des petits mots, là, comme mon petit bichounet. Alors, tu avais les comédiens Marc Labrèche, Sylvie-Marie Gagnon, Manon Gauthier, Jean-Guy Bouchard, qui faisaient plein de sketchs. Et moi, je recevais un invité. Mais ce qui insécurise mes invités, c'est de faire le signe du Club des 100 watts. Aujourd'hui, au Club des 100 watts, on reçoit Benoît! Hey, Benoît Brière, bienvenue au Club des 100 watts, comme ça. Hop, lance tout en l'air. T'en rappelles? On passe, on se peigne, on tape en bas, on tape en haut, on passe une fois, deux fois. Hop, lance tout en l'air. Ton sport préféré? Le badminton. Un menteur, c'est faire de la TV, je le sais. Maintenant, après le phénomène Passe-Partout, un autre phénomène, le phénomène 100 watts. Une émission qui va prendre l'affiche à la fin des années 80 et dont le but sera, selon une idée originale du réalisateur Jean-Pierre Morin, de combler le vide, l'absence d'émissions destinées aux 9-12 ans, soit le public qui, après avoir grandi avec Passe-Partout, se retrouvait soudain sans répondant au petit écran. Et une des plus belles preuves qui soit de cette volonté d'intégrer, d'intéresser les jeunes de 9 à 12 ans sera le fait que c'est à ces jeunes-là qu'on va demander de choisir l'animateur de l'émission, qui sera, comme on le sait, Marc-André Coallier. Les 100 watts seront, eux aussi, un véritable phénomène. Ils vont remporter 34 prix, dont 19 Gémeaux et 7 MétroStars. Ça va donner naissance à un club, comme à une tournée de spectacle. Ça va faire passer l'expression super débile écœurant dans le langage courant. Et surtout, ça va transformer à jamais notre façon de voir une poignée de main. C'est des élèves de 6e année qui ont choisi l'animateur du Club des 100 watts. Et l'idée est merveilleuse. Ils ont demandé à de jeunes comédiens. Je pense que pour l'audition finale, là, la dernière audition à laquelle j'ai participé, moi, je n'en ai fait qu'une, parce que Jean-Pierre Morin me courait après depuis un petit bout de temps. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Et il est venu frapper à ma loge, puis il me dit, je veux que tu sois un animateur, je veux que tu
tu sois l'animateur jeunesse pour une émission que je suis en train de préparer. Puis moi, je lui ai dit, ben je suis pas animateur, moi, je suis comédien, je joue des rôles. Il dit, ben tu joueras le rôle d'un animateur. Parce qu'il avait l'air d'un grand frère, parce qu'il était... il a toujours un charisme fou, il passe comme une balle à la télé, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils ont mis sur vidéo les finalistes de cette audition-là. Ils ont présenté ça à des classes de 6e année. Puis c'est les élèves de 6e année qui ont dit, c'est lui qu'on veut, là, c'est lui avec un grand nez puis les cheveux courts. Alors, je suis devenu Monsieur 100 watts à partir de ce moment-là. Je pense qu'ils l'ont choisi parce qu'il était celui qui représentait mieux l'image du grand frère. Quand tu as 9-12 ans, c'est bien important d'avoir un grand frère ou une grande sœur qui est comme le modèle. On savait très bien que c'était avec ce type de personnes-là que les jeunes avaient le goût de se retrouver au retour de l'école. Le Club des 100 watts. On pouvait participer. J'étais une fan en délire du Club des 100 watts, vraiment. C'était le concours de lip-sync, j'écoutais toutes les émissions. Là. Ça a été une émission quotidienne à la rentrée à la maison. Je devais me reconnaître là-dedans. Il y avait Marc Labrèche que j'adorais, que j'adore encore. Il y avait c'est les concours de lip-sync que j'écoutais religieusement, même si j'ai jamais participé. Tous les capsules, les sketchs, voilà, ça me plaisait beaucoup. Après Passe-Partout, fallait leur donner quelque chose à ces jeunes-là. Jean-Pierre Morin s'est assis, il a pensé à une espèce de show avec toutes sortes d'affaires. Je me suis remis dans la peau des 9-12, c'est-à-dire que c'est une période où tu aimes beaucoup ton papa et ta maman. C'est une période où tu as besoin d'eux autres, tu as besoin d'être soutenu par eux autres. Mais en même temps, c'est une période où il faut que tu te dégages d'eux, il faut que tu prennes ta Christie de place. Bon. Je trouverais ça dommage si c'est une chicane d'amoureuse venait gâcher notre belle amitié. Daphné, est-ce que t'as compris ça? J'ai compris. Ouais, j'ai bien peur que oui. Stéphane, là, il pense que toi puis moi, toutes les deux, on est en amour avec lui. Oh. Les jeunes comédiens des 100 watts avaient l'âge des 100 watts. Les jeunes qu'on recevait, Vincent Lemaitre-Vierge, il allait à l'école quand même. Alors, fallait pas qu'on les accapare trop. C'est tout? Oui, c'est tout. Ouais, oui, je suis sûre. Yop, puis c'est tout. On dit interdit aux adultes parce que les adultes, trop souvent, on dit aux enfants, « Hey, va te coucher, ça, c'est pas une émission pour toi. T'écouteras pas ça. C'est pas pour les enfants. Hey, maman, j'ai 12 ans. Non, c'est pas pour toi, c'est pour les adultes. Bon, ben tiens, papa, maman, le Club des 100 watts, c'est interdit aux adultes. C'est une façon de leur remettre la monnaie de leur pièce. Il ne croit pas à la voyance. Non, mais moi, vous dire une affaire, par exemple, vous êtes pas mal voyante en tutu, hein? Très drôle. Il y a beaucoup d'adultes qui ont crié quand ils ont vu apparaître la famille Vachon, lorsqu'ils ont vu apparaître le prof Boff, lorsque Marc-André disait aux jeunes « Hey, c'est super débile écœurant! » Super débile écœurant? Y a-tu dit ça, lui-là? Là? Mon gars va dire ça tout le temps, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, mais on leur parlait comme fallait leur parler. Regarde, Marc-André, toi, là, si j'arrive en studio puis je te dis « Bonjour, mon petit Marc Foyer! Mon petit coilier, le coco cuideux décoré pour Pâques, les dents de lapin, le petit trou dans le menton. T'es-tu fâché? » Ben non, je suis pas fâché, je trouve ça cute parce que vous êtes pas ma mère. Et je pense sincèrement que Radio-Québec l'a pas vu venir. Parce que si Radio-Québec avait eu un dossier dans lequel on disait Marc-André va dire ça, il m'aurait jamais engagé puis l'émission serait jamais allée en ondes. Je me souviens du premier visionnement. On avait sur le thème des microbes un prof Boff qui expliquait... il avait reçu un courrier lui demandant c'est quoi un microbe. Et alors là, il disait, écoutez, je peux pas vous dire vraiment c'est quoi un microbe, il n'y en a pas beaucoup, mais là, il se met à tousser et à cracher, et l'écran complet devient verdâtre. De quoi ont l'air les microbes du rhume? Ouais. Oh, attends, oui. Un silence de mort à la fin du visionnement, puis on me dit, est-ce que ça va, Jean-Pierre, on peut-tu... Et là, je me souviens, j'avais dit à Richard Lalumière, écoute, il y aura tellement pas de monde qui va nous regarder en début de série, on va le passer tout de suite, le plus vite, ça va être le mieux. J'avais l'impression d'être un mécanicien, je sais pas comment dire ça, un mécanicien qui travaille pour une Rolls-Royce. Marc Labrèche était à la Rolls-Royce, moi, mes petits textes étaient à la mécanique, le moteur que je lui fournissais. Et ça, c'était... c'est vraiment une des choses extraordinaires. Je faisais des singeries, maintenant que j'ai grandi, je fais le singe,
prof, je disais toujours. Ce professeur-là, on savait pas c'était qui. C'est M. Tachereau qui est arrivé avec ça, parce que moi, quand j'avais passé l'audition pour le début, c'était comme animateur. Et là, il dit, bon, non, ça marchera pas, ça va être Marc-André Coallier qui va animer, mais il y a un personnage un peu, en fait, c'est ça. On partait de là. Alors là, lui a écrit des textes. On enchaîne avec une première lettre qui me vient de Florence April de Sainte-Foy. Et Florence me demande, tiens, prof, comment se fait-il qu'hier soir, j'ai vu sur mon nez un horrible bouton? Eh bien, ma chère Florence, ben ça, c'est très simple. C'est tout simplement parce que tu grandis, ma belle. Le professeur répondait au courrier des lecteurs et à un moment donné, là, on a commencé à s'amuser sur place en le faisant avec les caméramans, avec l'équipe technique, et c'était là que ça se trouvait. La grande joie, la grande jubilation de faire ça, c'était d'avoir le rapport avec les caméramans de Télé-Québec qui, à ce moment-là, étaient très bons. Et très vite. Et c'était la jeune génération, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, Télé-Québec engage des gens qui ont de la misère à avoir une image droite et fixe. Et donc, le prof Boff avait énormément de plaisir avec... et moi, c'est mon plus beau souvenir de prof Boff, c'était quand, vraiment, avec les jeunes caméramans du temps, que ça s'est installé. Puis c'est là que j'ai eu vraiment le coup de foudre pour ce personnage-là. L'équipe de départ du Club des 100 watts, Marc Labrèche, Sylvie-Marie Gagnon, Manon Gauthier, Jean-Guy Bouchard, a vite... Cette équipe-là s'est rapidement agrandie. C'est devenu une famille avec les Bernard Fortin, les Benoît Brière. Mon Dieu, t'en as eu du monde, c'est incroyable. Des gens qu'on voit beaucoup, effectivement, aujourd'hui, mais des gens qui avaient une créativité puis de l'imagination qui débordait tout le temps, qui ont pu nourrir ces différents personnages-là aussi. Hey, d'habitude, mes parents, ils veulent pas que je me serve de mes pouvoirs pour réaliser les vœux de mes amis, là, mais là, je vais réaliser votre vœu le plus cher. Bon, au fil des années, on a travaillé plus les sketchs sous forme de famille. Alors, ici, bien, justement, bien, on a un des personnages que Luc Guérin habitait, c'était Freddy Cula. Alors, voici, habité par Luc Guérin. Et puis, il y avait, donc, avec lui, on avait les parents, Guylaine Tremblay qui faisait la mère et Sylvie Gagnon qui faisait sa sœur. Claude Frédécula, fais disparaître ton double et va te coucher, il est 9 h. Oh, j'ai pas envie d'aller coucher, maman. J'aimerais ça m'obstiner encore un peu. On s'amuse, là. C'était très, très rapide là, comme rythme. Souvent, les comédiens n'avaient aucune idée de quelle direction donner aux personnages. Et c'est quand ils entraient dans leur costume que là, ils trouvaient une ligne directrice pour leur personnage. Oui, mon petit étui tatoué tout à moi, tout le temps dans le tas, là. Viens, ça va être prêt pour dîner, OK? Maman! Quoi? Arrête de m'appeler par des surnoms! Même moi, ma famille préférée, c'était la famille Vachon. C'était des gens qui étaient délinquants dans le sens où ils se garochaient de la nourriture, ils n'étaient pas d'une propriété. Leur propriété était, disons, douteuse. Mais ils s'adoraient, ils s'aimaient beaucoup. Je dois parler devant ma classe et je suis nul dans les discours au secours. Karine, je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire pour toi parce que je serai pas dans la classe avec toi demain, comprends-tu? Le message que je passais régulièrement aux équipes, c'était demandez-vous jusqu'où on peut aller trop loin. C'était dément. Quand on allait dans des réunions, là, les gens étaient extrêmement structurés, mais c'était complètement fou. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est créateur. C'est une espèce de bain, une espèce de stimuli de création. Je voudrais être la souris qui court en dessous de ton lit. Un des paradoxes de l'histoire du 20e siècle, c'est que si d'un côté, ça a été probablement le siècle le plus barbare de l'histoire humaine, marqué par 2 guerres mondiales, les camps de concentration, la menace atomique, d'un autre côté, ça a été également le siècle où on a en quelque sorte redécouvert l'enfance, où on a voulu changer la façon d'éduquer et d'élever les enfants, leur donner un peu plus d'amour et un peu moins d'autorité. Tout ça, vraisemblablement, pour éviter, justement, le retour de la violence, comme tendrait à nous le prouver l'année même de publication d'un livre qui va vraiment faire date dans l'histoire de ce changement. En effet, c'est en 1946, soit 1 an après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que va paraître le livre du bon sens en matière de soins aux nourrissons et aux enfants du pédiatre américain Benjamin McLean Spock.
Un livre qui va se vendre à plus de 30 millions d'exemplaires et qui va vraiment contribuer à faire changer les choses en matière d'éducation des enfants. Et c'est ainsi qu'au fil des années 50, 60 et 70, au bon vieux « tais-toi, tiens-toi droit, mange ta soupe » qu'on avait autrefois quand j'étais enfant, entre autres, on va tranquillement substituer la compréhension, le dialogue, l'échange, l'écoute des besoins entre parents et enfants. Un changement que symbolise, selon moi, très bien le passage qui se fera à l'intérieur des familles québécoises où on va de plus en plus passer du bon vieux vouvoiement à la nouvelle façon de s'adresser entre parents et enfants où on va désormais utiliser le tutoiement. Dans ce contexte, il était tout à fait normal qu'une télévision comme Radio-Québec, qui se voulait à la fois autre et éducative, ait porté un vif intérêt à cette nouvelle façon d'élever les enfants. On a décidé de fonder la LDPC-LCPEMFAM. L'émission est très populaire.